Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Soninké. On se retrouve encore une nouvelle fois pour une autre émission au cœur des acteurs. Aujourd'hui, sujet passionnant. On parle football avec mon invité. Tout de suite, après le jingle. Retour sur le plateau de la chaîne Soninké. Je suis accompagné avec un grand monsieur. C'est comme ça qu'on peut vous nommer, n'est-ce pas? Bienvenue à vous sur la chaîne Soninké, monsieur Elijah Debla. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis très honoré. Comment vous allez? Moi, je vais très bien et vous-même? Vous nous venez tout fraîchement de Mali, du Maroc, Maroc, Côte d'Ivoire. On peut dire que vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup en Afrique. Hein? Oui, de par mes activités au sein de la sélection malienne de football, oui. Je suis membre du staff. Oui. Et ça va faire bientôt 1 an. Et donc, ça fait que l'équipe joue beaucoup, bouge beaucoup. Donc, par ricochet, je bouge avec elle. D'accord. Tradition faite, parce que justement, je voulais vous demander de vous introduire, comme disent les Anglais, introduce yourself. Mais c'est quand même difficile de pouvoir, en fait, vous présenter. Hein. Comment est-ce que vous, en tant qu'Elijah Debla, pouvez vous présenter auprès de téléspectateurs de Viveurs qui nous suivent? Bon, heureusement que je suis moi-même là, donc on va faciliter la chose. Hein. Donc au civil, je suis Yaya Malé. Oui. Après, sur les médias, j'ai été présenté et connu par Elijah Debla. Oh. Et donc, je suis cofondateur de RP Media depuis 2012. Donc, ça fait 13 ans que RP Media existe, hein, sur laquelle vous-même vous officiez en tant que consultant sportif. Et aussi, j'ai fondé une entreprise, cofondé aussi une entreprise de communication et de marketing au Mali qui s'appelle 77. Oui. Et qui est axée sur le sport. Donc, l'agence 77 est domiciliée à Bamako. Et comme je l'ai dit, hein, depuis environ 1 an, je suis membre du staff de communication de l'équipe nationale du Mali. Très passionnant, le football étant ma passion. Je suis aussi conférencier dans un domaine qu'on appelle la croissance personnelle. C'est une variante du développement personnel. En gros, on va amener les gens à puiser toutes les ressources qui sont en eux-mêmes pour mener la vie qu'ils souhaitent et non subir la vie telle la météo. D'accord. Voilà. Et justement, si vous êtes ici dans ces cadres réellement, parce qu'on va parler de cette croissance personnelle, c'est vraiment une croissance mentale, si on peut la définir ainsi. Pas croissance mentale, parce que en fait, quand on parle de croissance personnelle, on parle d'un certain nombre d'entités. La pensée, la conscience, le subconscient, l'ego, la résilience, des choses comme ça. Donc en fait, on va partir d'un état. Et on va permettre cette croissance-là de ces entités de sorte à ce qu'on les canalise. Et c'est ce qui rentre justement dans le domaine de la préparation mentale. Justement, mais c'est quoi réellement la préparation mentale? Parce que là, on parle des... Bon, j'exagérais hein, en disant croissance mentale. C'est croissance mentale, on va plutôt l'affilier à un enfant qui est en train de grandir. Mais là, dans votre cadre, on va plutôt parler de la préparation mentale. Bah, la préparation mentale, en fait, c'est toutes les techniques, toutes les stratégies visant à aider un individu sur le plan psychologique. C'est-à-dire que ça va concerner tout ce qui est justement comment lui, il interagit avec sa capacité de penser. Quelle est sa perception de lui-même. On va travailler sur sa capacité à être résilient. On va travailler sur son ego. Parce que l'ego, on en a tous. Sur le stress et sur la réaction. Là, on parle des sportifs. On va parler, par exemple, comment lui, il réagit par rapport à la pression médiatique, par rapport à la pression sociale. Un jeune homme de 18 ans qui, du jour au lendemain, signe un contrat professionnel, qui gagne au loto tous les mois. Ça laisse pas les gens indifférents. Donc, en fait, c'est permettre, sur un plan psychologique, à travailler justement sur ses émotions, sur son intelligence par rapport à tout ça, tirer le mieux de tout ça pour performer. Vous avez parlé tout à l'heure de la capacité physique, mais le physique joue quel rôle dans cette préparation mentale en fait? Non, il y a le physique qui est vraiment à part, c'est-à-dire quand on s'entraîne tous les jours, on va à la salle, on fait du footing, ça c'est le côté physique, ça c'est ce que tout le monde voit. Oui, mais il y a quand même un lien entre être bon physiquement et mentalement. Il y a un lien parce que si mentalement
on n'a pas ce qu'il faut, on n'aura pas l'envie, on n'aura pas le courage, on n'aura pas le besoin d'aller faire ce travail physique. Donc, mais la préparation mentale, c'est vraiment préparer l'individu, anticiper sur les différents chocs qui pourraient intervenir dans sa vie. D'accord. Pour une personne lambda ou dans sa carrière, pour un sportif qui est amené à performer. À quel moment un athlète, je vais parler d'un sportif, parce que là vous accompagnez non seulement le footballeur, vous pouvez aussi accompagner aussi bien qu'un tennisman. Hein. Donc, oui, même au-delà. C'est vraiment sur une niche d'une profession bien nommée? Non, c'est tout le monde. À commencer par moi-même. C'est-à-dire que j'ai été la première personne que j'ai dû éduquer, sur qui j'ai dû appliquer la préparation mentale. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais quand vous découvrez ce que votre ego détruit dans votre vie, par exemple, vous, je pense qu'il n'y a personne qui vous a tiré dessus depuis que vous êtes né. Il n'y a personne qui vous a planté avec un couteau. Mais pourtant, vous souffrez. Oui. Mais à votre avis, qui vous fait souffrir? C'est vous-même. Ah, je sais pas. Voilà. C'est vous-même qui vous faites souffrir. C'est-à-dire que pour synthétiser, nous sommes la pire personne pour nous-mêmes. Or, il est dit que la plus grande crainte de l'homme, c'est l'inconnu. Et cet inconnu, c'est lui-même. Si vous apprenez à vous connaître, il y a très peu de choses qui ne devraient pas vous toucher, qui pourront vous toucher. D'accord. Mais moi, je suis un athlète où je vais me lancer. Hein. Je vais commencer le football. Je suis déterminé comme beaucoup de gens pendant l'été. Dès que les premiers coups de soleil, c'est présent surtout en Occident, on se dit, tiens, résolution, on commence quelque chose de nouveau. À quel moment il faut intégrer cette préparation mentale? La préparation mentale, pour le sportif comme pour tout le monde, c'est dès qu'on peut, dès qu'on découvre, dès qu'on est conscient. C'est pas forcément quand il fait beau. Non, rien à voir. Rien à voir. Il y a des sports dans lesquels il fait pas beau. Oui. Il fait jamais beau. Voilà, il y a des sports, par exemple, celui qui fait du ski, qui fait du hockey sur glace, il fait jamais beau pour lui. En fait, dès lors que vous êtes conscient, que vous ayez 12, 13, 14 ans, la préparation mentale, elle doit intervenir. C'est lui qu'on doit vous préparer au monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Oui. Et au monde dans lequel vous allez vivre. Notamment votre capacité, figurez-vous que tous les jours, il y a 60 000 pensées différentes qui se succèdent dans notre esprit. Et comment vous... 60 000 60 000. Mais comment on arrive à savoir qu'il y a 60 000? Il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu des études qui ont été faites. Maintenant, vous vous souvenez pas de ces pensées-là. Il y a des pensées qui sont des fantasmes sexuels. Il y en a, on se rappelle quand on était petit, si j'avais fait ça, j'aurais été le plus fort de ma bande de copains. Oui. Et en fait, sur les 60 000, il n'y a même pas 10% dont vous vous souvenez. Et il n'y a même pas 5% qui ont une utilité pour vous. Cependant, chaque fois que vous pensez, vous exprimez une pensée, elle est imprimée pour l'éternité dans ce qu'on appelle le subconscient. Et donc la préparation mentale va vous amener pas à refuser vos pensées, mais à refouler. Pas à les refouler. Oui. Il faut les accepter, mais c'est comment vous vous identifiez à ça. Par exemple, vous êtes assis là et on vous dit qu'il va y avoir un crash boursier, ça va toucher tous les pays africains, et vous vous dites, dans mon pays au Sénégal, ça va aller mal, on va souvent m'appeler pour que j'aide. Donc cette je rappelle aussi que je suis malien. Hein. Oui, malien, burundais, tout, voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est comment les pensées, on vous apprend à comment vous identifier par rapport aux pensées. C'est juste ça. C'est-à-dire que ne pas vous attacher aux pensées qui viennent à vous. Et finalement, les pensées vont avoir tendance à ressembler à ce que vous souhaitez dans la vie. En fait, c'est très simple à comprendre, mais nous sommes compliqués pour descendre au niveau de ce truc-là. C'est-à-dire que concrètement, il faut apprendre à voir les pensées telles qu'elles viennent et à ne pas vous identifier à celles qui ne vous arrangent pas. D'accord, mais quand on parle de préparation mentale, on passe tout de suite à la tête. Hein, et quand on parle de la tête, certaines personnes font référence à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Donc moi, vous me parlez de préparation mentale, je me dis, bon, je vais voir monsieur Elijah Debla dans son cabinet, je vais m'allonger comme un psy, en fait comme chez un psy, hein, et puis il va me parler, il va essayer de rentrer dans mon cerveau, mais c'est là revient à se poser la question des outils. Qu'est-ce que vous utilisez? Vous allez mettre des trucs, vous allez brancher quelqu'un le connecter avec un ordinateur, etc. pour essayer de stimuler. C'est quoi les outils que vous utilisez dans ce cadre-là? Déjà, avant d'arriver aux outils, vous avez parlé des cabinets, de s'allonger et tout. Bon, ça c'est des perceptions. Oui.
Ça, c'est en général dans les cabinets de psychologues, peut-être même de psychiatres, des choses comme ça. En fait, la préparation mentale, elle est plus allégée que ça. C'est-à-dire que on apprend à connaître l'individu. Il y a un domaine qu'on appelle la programmation neurolinguistique, en abrégé la PNL. Et dans la PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Concrètement, si on vous demande de dessiner l'île de France, on me demande de dessiner l'île de France et une autre personne, on aura 3 cartes différentes. Parce que votre carte, vous allez la dessiner en fonction de ce que vous savez, de ce que vous pensez être la réalité. Et votre réalité n'est pas ma réalité, n'est pas la réalité d'un autre. Et donc, si on est 6 milliards d'êtres humains, il y a 6 milliards de cartes. Donc, il faut percer la carte de l'individu. Comprendre Mais comment vous percez cette carte justement? C'est ça qui est intéressant. C'est de poser la question à la personne, savoir qui la personne est. En fait, qu'est-ce que vous estimez être votre réalité? Donc ici, l'outil, c'est la parole. Non, ce n'est que la parole. Ce n'est que la parole et l'observation. C'est-à-dire qu'on vous amène, par exemple, à vous identifier à ça. Par exemple, on parle de pensée limitante ou même d'affirmation limitante. C'est là où je fais un aparté. On parle de pensée limitante, mais on ne peut pas parler de pensée. En fait, on ne peut pas remplacer une pensée par une autre pensée. C'est-à-dire que on ne peut pas décider de penser. Je vous ai dit, les pensées s'imposent à nous. Mais ce qui va nous différencier, c'est comment nous nous identifions aux pensées qui s'imposent à nous. Et donc, pour répondre à votre question, vous m'avez posé une question. C'est des questions. Apprendre à connaître la personne, apprendre à connaître la culture dans laquelle elle a évolué, ce en quoi elle croit, ce en quoi elle ne croit pas. Et finalement, faire un portrait de la personne. Et ensuite, dans ce portrait, on va voir qu'il y a des choses qui sont bloquantes, il y a des aptitudes plus élevées pour telle ou telle chose. Et on va lui apprendre, par exemple, à être résilient. On va lui apprendre à façonner ses objectifs. Parce que si on n'a pas d'objectifs, on ne peut pas les atteindre. Donc vous avez parlé aussi en parlant des cartes, forcément c'est quand on veut dessiner une carte, on pense plutôt à la visualisation qu'on peut avoir de la région de l'Île de France. Et en faisant des recherches sur l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une espèce de science ou bien de choses qui rentrent en fait dans c'est ce qu'on appelle les outils. La visualisation, elle va consister. Mais on parle aussi de méthodes de contrôler sa respiration. Explique-nous un peu les liens qu'il y a entre la visualisation et aussi En fait, non, la visualisation et la respiration, c'est deux choses différentes. Ce sont des outils différents. Par exemple, la visualisation, pour un athlète ou une personne lambda, c'est-à-dire que c'est votre objectif de vous voir, en fait, imaginer, réussir ce que vous voulez entreprendre. Et ça peut stimuler à quelqu'un. Moi, si aujourd'hui, je vais vous faire la démo. Oui, bon, j'ai écouté d'abord ma question. Moi, si je dis aujourd'hui, je vais m'imaginer être riche, est-ce que demain je pourrais devenir riche éventuellement? Je vais répondre à la question, mais on va aller pas à pas. On va parler déjà des outils. Donc, il y a la visualisation. La visualisation, en fait, c'est une technique qui vous amène à imaginer avoir réussi votre objectif, à vous voir dedans et à ressentir des choses. Vous savez, on a 3 canaux sensoriels. La vue, l'audio et le canal kinesthésique, ça veut dire que le toucher. Et en fait, c'est vous amener à ressentir vraiment des sensations, des émotions en ayant reçu à travers la visualisation. Donc ça, c'est la visualisation. Et pourquoi la visualisation elle marche? C'est parce que le cerveau humain ne fait pas la différence entre ne fait pas et fait. Il fait pas la différence entre quand vous rigolez, vous blaguez, et vous êtes sérieux, donc vous entraînez le cerveau à accepter qu'il a déjà réussi. Et cette acceptation-là, elle va reposer sur ce que je vous ai dit au préalable, sur le subconscient. En fait, c'est au subconscient que nous confions nos souvenirs, que nous confions nos souhaits, etc. Donc, ça, c'était le côté de la visualisation. Maintenant, la respiration, elle va permettre de canaliser le rythme cardiaque. C'est-à-dire que elle va vous apaiser et vous obliger à être dans le moment présent. C'est quoi le moment présent, vous allez me demander? C'est être là, maintenant, je suis sur votre plateau, je ne suis pas ailleurs, je ne suis pas en train de penser. Je suis dans le moment présent. Tout ce que vous me dites, je vous écoute, je vous comprends, je vois tout ce qui est dans le plateau. C'est-à-dire que ni mon corps
ni mon esprit n'est ailleurs, tout est ici. Et donc, je suis dans le moment présent. Et la respiration contrôlée vous oblige à être dans le moment présent, apaise le rythme cardiaque. Et là, vous pouvez être actif. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le moment présent, si on est en train de penser, quand on pense, ça veut dire qu'on n'existe pas. C'est-à-dire que la pensée, elle a deux fonctions. Elle vous projette dans le futur ou elle vous ramène dans le passé. Vous êtes sur la chaîne Soninké, c'est toujours un plaisir. Je suis toujours avec Elijah Debla, Yaya Malé. Donc, Monsieur Debla, bon, déjà Debla, vous allez revenir peut-être sur ce que ça veut dire. Hein. Et après aussi, sachez qu'ici sur la chaîne Soninké, on a une tradition. On offre souvent un passeport virtuel à toutes les personnes qui viennent ici. On essaie de les convertir, tous en Soninké. Je pense que vous êtes prêts et à la fin de l'émission. Je suis déjà Soninké. Voilà, donc vous serez encore doublement Soninké. Donc, Elijah, ici, comment peut-on utiliser les affirmations positives ou l'autosuggestion dans les cadres sportifs? Les affirmations positives et l'autosuggestion, en fait, ce sont aussi des outils. C'est-à-dire que on va reprogrammer le subconscient. Je vous ai dit. Reprogrammer le subconscient. C'est comme un ordinateur. En fait, la tête, vous rentrez vraiment dans la tête de quelqu'un. Le subconscient, c'est vraiment la machine de guerre. C'est le centre d'exploitation de tout ce qu'on souhaite, de tout ce qu'on veut réaliser. De tout, quand vous pensez, c'est stocké dans le subconscient. Quand vous souhaitez quelque chose, c'est stocké dans le subconscient. Maintenant, quelle est la barrière entre ce que vous souhaitez et la réalisation par le subconscient? Ce sont les émotions. En fait, les émotions, comment ça fonctionne? C'est le message psychique que vous envoyez à vous-même. Donc, que vous envoyez à l'univers, que vous envoyez à votre subconscient, que vous envoyez à la matière originelle pour valider quelque chose. Je vous donne l'exemple de la peur, de la joie. Vous me voyez, vous êtes heureux de me voir. Mais c'est pas parce que vous avez une expression sur le visage où vous souriez que vous êtes content. Ça, vous pouvez le fabriquer. Vous pouvez avoir envie de tuer quelqu'un et sourire avec la personne. Par contre, le message psychique que vous envoyez à vous-même, qui va concerner la peur, l'amour, la gratitude, la honte. Quand vous avez honte, vous pouvez le cacher à travers les traits de vos visages. Mais vous, au fond, vous le savez. Et c'est ça, l'émotion. Et l'émotion, c'est le niveau supérieur de la validation d'un message. D'accord. Voilà. On va aller vite. Je viens. Mais rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Oui, je sais, mais c'est important, sinon on aura tout faux. D'accord. Quand vous avez des pensées positives, plutôt des affirmations positives, parce que, je le dis, je le répète, on ne peut pas faire exprès de penser. Quand on pense, c'est qu'on n'est plus dans le conscient. On est dans l'inconscient. Quand on est dans le conscient, on est dans le moment présent. Et quand on est dans le moment présent, on affirme. Donc, les affirmations positives, ce sont des phrases courtes au présent de l'indicatif pour dire « je suis prêt, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis amoureux ». Et là, ça répond à votre question. Quand vous voulez être riche, je suis pas riche, mais quand vous voulez être riche, il faut vous entraîner, vous, votre subconscient et vos émotions à y croire. Si vous y croyez, c'est le chemin le plus court. Et c'est là où, dans la préparation mentale, on va vous aider à croire en ce que vous souhaitez être. Vous voulez être le champion. Vous voulez vous améliorer, vous voulez améliorer telle performance, faire telle chose. On vous apprend à travers les affirmations positives, l'autosuggestion, à les prononcer et à y croire à travers les émotions. Si vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle, vous avez tout faux. Bon, Elijah, sachant que les gens sont différents, un homme et une femme, c'est pas forcément la même chose, c'est pas les mêmes pensées, et parfois on a des parcours différents, l'éducation, etc. Comment vous y prenez, vous, ou bien comment les gens réagissent en fonction de l'accompagnement? Est-ce que en fait, déjà, j'ai envie de dire, c'est compliqué les tirs groupés. Oui. Vous pouvez faire une introduction à un groupe de gens. Vous pouvez faire une conférence. Mais quand vous rentrez dans la phase atelier, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que vous et votre propre frère, vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas... Déjà, je vous ai parlé des 3 canaux sensoriels par lesquels on perçoit l'univers. La vue, l'audio et le kinesthésique. Et lui aussi, Mais vous savez que les gens qui vont à l'école, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui échouent. Mais celui qui échoue, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Simplement, c'est parce que la manière dont l'école lui est présentée il n'est pas dans le canal sensoriel favori. Il y a des gens, par exemple, moi, je préfère les livres audio. Je peux consommer 10 livres audio dans le mois. Mais si tu me dis de lire les livres audio physiques,
Je veux pas faire plus d'un livre. Et pareil, il y a des gens, on va les mettre à l'école de toutes les manières, ça marche pas. On les met dans quelque chose où ils bricolent, où ils touchent, ils deviennent des champions. Il y a des gens qui sont faits pour être des artistes, ils peignent des tableaux, ils font des dessins. Si vous les mettez dans l'apprentissage auditif ou l'apprentissage visuel, ça ne va pas marcher. Donc, dans ce cas-là, ce que vous essayez de dire, ce que vous essayez de voir déjà parmi les gens que vous accompagnez, et qui est sensible par rapport à tel aspect. Exactement. Donc, s'il est sensible à l'audio, vous allez être beaucoup plus dans la parole. S'il est sensible à l'image, vous allez être plus dans la visualisation. C'est ça. Ah, d'accord. Bon, et même, il y a, par exemple, je vous ai parlé de la programmation neurolinguistique. Il y a un outil de la PNL qui s'appelle l'ancrage, par exemple. Toujours dans la préparation mentale, on va prendre un joueur qui dribble comme Ousmane Dembélé, par exemple. Bon, il dribble pas assez, qui est très fort pour dribbler. Bon, on va prendre Lamine Yamal. Ouais, c'est ça. Qui fait 100 dribbles par match, qui les réussit, mais qui fait très peu de passes décisives ou, par exemple, qui marque très peu. Bon, pour le moins de passes décisives, je peux prendre Dembélé. Voilà. En fait, il y a un blocage quelque part. Mais il faut aller chercher pourquoi il y a ce blocage. Ou, par exemple, quelqu'un, son travail, c'est de parler dans le public. Mais, soit il bégaye ou il va mal s'exprimer. Pourquoi? Il faut aller voir peut-être que dans l'enfance de cette personne-là, cette personne aimait chanter. Et un jour, sa maman qui revient du travail, qui est très fatiguée, qui lui dit « Allez, tais-toi, tu chantes comme une casserole. » Et là, cet enfant, il a pris ça pour un rejet, pour une humiliation. En fait, il pense vraiment qu'il a une voix de casserole. Il pense vraiment être nul. Et ça, il n'a pas réussi à franchir ce palier-là. Il n'a pas pardonné. Il a grandi avec. Et du coup, ça le rattrape chaque fois qu'il doit prendre la parole. Mais parfois, on peut être aussi revanchard. Hein. Parfois, il y a des parents qui disent tu ne réussiras jamais. Il y a des gens dans la vie. Mais ce sont des propos très graves. Ils essayent, il y a des gens aussi dans la vie, ils essaient de se dire, moi, je vais démontrer à mon paternel ou à ma mère que je peux réussir. Ça, c'est bien, mais si tu ne réussis que pour démontrer à tes parents, il y a un problème. Mais par contre, ce qui est grave et mais quand même, on est arrivé quand même à réussir, c'est déjà ça. En fait, la réussite, elle est multiforme. Elle est multiforme. D'accord. Voilà. Mais pour revenir aux parents qui tiennent de tels propos à leurs enfants, c'est très grave parce que ça fait partie des 5 grandes blessures qui empêchent les gens de se construire. Et parmi ces blessures, je vais citer le rejet, l'humiliation, la honte, des choses comme ça. Et donc, ce monsieur dont le travail c'est de s'exprimer en public va avoir des blocages parce que il n'a pas résolu ce problème où sa maman lui a dit tu chantes comme une casserole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À cette personne-là, on va fouiller dans sa vie ou on va fouiller dans la vie de quelqu'un d'autre qui est éloquent en public. Et vous allez faire comment quand vous fouillez dans la vie? C'est-à-dire que vous allez appeler les parents, etc. Non, on va poser des questions. Par exemple, on va vous poser des questions. Et si j'ai pas envie de répondre? On va prendre quelqu'un que tout le monde connaît qui est éloquent. Et on va vous amener à ressentir l'état dans lequel cette personne est quand elle est éloquente. D'accord. Et on va vous amener dans cet état. Et dès que on sent que vous êtes dans cet état pour reproduire ce succès, on crée ce qu'on appelle un stimulus. C'est-à-dire que on va par exemple soit vous toucher comme ça ou on va mettre un petit parfum ou une huile essentielle. En fait, on va lier cet état émotionnel de la réussite à cette odeur de parfum ou d'huile essentielle ou de bruit. Et chaque fois qu'on voudra déclencher chez vous cet état émotionnel, on va mettre ce parfum. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a très très longtemps, les joueurs d'Arsenal, ils avaient une tache grasse sur leur maillot. Oui, à l'époque de Patrick Vieira. C'était pas à cause des problèmes de respiration? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé la question, je ne sais pas. Mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un stimulus. C'est-à-dire que on leur met une huile essentielle, ça peut être des huiles essentielles différentes pour vous rappeler un certain état émotionnel pour performer. Et donc, cet état émotionnel, on peut aller le chercher vous-même. D'accord. On va aller très vite, parce que oui. Cet état émotionnel, on va aller le chercher dans vous-même, votre propre parcours ou dans le parcours de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'ancrage dans la PNL. Et ça aussi, on l'applique pour aider les gens dans la préparation mentale. Ok, parce qu'il y a beaucoup de questions parce que c'est très passionnant ce que vous dites, mais on va essayer. Je pense qu'on va vous réinviter et réinviter encore dans l'émission parce que là vous avez fait une petite brèche pour parler un peu de la famille et je pense que ça c'est très très important. Ah oui, dans la famille c'est très important. Bon, là, pour le moment, la scolarité des enfants. On est
on est focus sur l'aspect sportif, etc. Bon, comment est-ce que on voit très souvent les matchs, les grands matchs aujourd'hui, parce que quand on parle de football, on parle des millions, on parle des pressions, on parle de la pression sociale, la pression financière pour le club, etc. Et tout ça, ça se répercute sur les joueurs, les athlètes. Donc, ils ont la pression. Comment vous aidez ces athlètes-là à rester lucides et performants sous pression? Bah, comme je l'ai dit, athlètes ou artistes ou personnes lambda ou nos familles, c'est-à-dire que la première des choses, c'est de savoir qui on est. En fait, si vous ne savez pas qui vous êtes sujet à l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est quelqu'un qui signe en première division ou deuxième division, qui est payé 4 000 €, mais qui va vouloir être vu avec des sacs Louis Vuitton ou prendre une voiture en leasing tout de suite. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que apprendre aux gens à savoir qui ils sont et aussi à développer leurs aptitudes face à la résilience. C'est-à-dire que il y a une pression. La pression, ça peut être vous jouez très bien à l'entraînement, mais on ne vous fait pas entrer dans les matchs. Des fois, vous êtes dans la tribune. Comment vivre ça? Tout simplement, expliquer aux gens, en fait, quand on est athlète, quand on est footballeur professionnel, quand on perd un match, on ne cesse pas d'être footballeur professionnel. D'accord. Quand on prend un carton rouge, on ne cesse pas d'être un footballeur professionnel. Quand on se fait siffler, insulter, on reçoit des cris de singe dans le stade, en fait, on ne cesse pas d'être un footballeur. Au-delà de ça, quand on reçoit des cris de singe, quand on reçoit des chants racistes, quand on se fait insulter par ses propres supporters, il faut pouvoir ne pas s'identifier à ces injures. D'où l'importance de faire découvrir la destruction que peut causer l'ego dans la vie des gens. Donc les sportifs n'en font pas exception. Et eux encore plus parce qu'ils sont médiatisés tous les jours, on raconte des choses sur eux. Donc c'est soit vous ne lisez pas ce qui se passe dans la presse, soit vous le lisez mais ce n'est pas vous. Vous conseillez quoi en fait quand un sportif il doit se mettre hors pression, comme il dit souvent? Mais vous les conseillez quoi? De ne pas lire la presse, de ne pas regarder les réseaux sociaux, de faire quoi exactement? On peut pas empêcher, on peut pas tirer à quelqu'un de ne pas lire. En fait, moi je pense qu'il faut lire, simplement, il faut apprendre à ne pas s'identifier. Je vous ai dit, au quotidien, on a 60 000 pensées différentes qui se succèdent dans notre cerveau. On ne peut pas s'identifier à 60 000 pensées. Il faut apprendre à voir les choses telles qu'elles. En fait, la vie, il faut la vivre telle qu'elle est. Par exemple, vous arrivez, on vous dit, voilà, vous allez dans les tribunes, vous n'allez pas jouer, il faut l'accepter. Une fois que vous acceptez une situation, elle est terminée. Face à n'importe quelle situation, il n'y a que deux voies. Accepter ou solutionner. Si vous créez une troisième voie, vous créez un problème. D'accord. Voilà. Ok. Mais en parlant aussi de la pression, etc., on sait que la pression va plutôt amener les stress. Et en lisant quelques petits passages, et je découvre qu'il y a un stress positif et un stress aussi négatif. Pour nous, quand on nous parle du stress, on s'est dit il est stressé, donc on le range dans la catégorie des choses négatives. Mais apparemment, il y a un stress positif. Et c'est quoi? Bah, le stress négatif, c'est un frein. Oui. Voilà. Et on peut le positiver. Le stress positif, par exemple, vous devez recevoir ici sur votre plateau Messi. Oui. Vous n'allez pas bien dormir. Voilà, vous n'allez pas bien dormir. Et ça va vous amener à travailler pour donner le meilleur de vous-même. Donc, le stress positif, ça va vous conduire à ça. Alors que le stress négatif, ça va être un frein. Oui. Voilà, donc c'est vraiment ça la différence entre les deux. Alors, on voit souvent des footballeurs qui sont quand ils sont au top niveau et ils sont excités, entre guillemets, surtout quand ils marquent les buts, quand ils perdent des ballons, etc. Et ça peut causer vraiment beaucoup des problèmes. Mais comment est-ce qu'on peut aider un footballeur ou bien un sportif, parce que là on parle du sport, à canaliser vraiment ses émotions pendant une rencontre? Les mises en situation, oui, tout simplement. C'est-à-dire expliquer un peu... En fait, c'est créer la situation dans laquelle il va être et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas. Par exemple, quand vous marquez un but, on vous dit de ne pas sortir votre maillot. C'est de faire des mises en situation réelles où il marque des buts, et il n'enlève pas son maillot. Par exemple, la réaction par rapport à une banderole qui est déployée dans le stade qui vous insulte. Vous marquez un but à la suite de la banderole. Il faut pas céder parce que
les supporters, finalement, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais la personne à qui on va demander des comptes, c'est l'athlète. D'accord. C'est le footballeur. Et donc, en gros, il faut faire des mises en situation de ce qu'il faut et de ce qui... En fait, il faut entraîner l'esprit. Tout est question d'entraînement. En fait, il est dit que tout ce qu'un homme sait, tous les autres hommes peuvent le savoir à travers l'apprentissage. Et donc, la préparation mentale, c'est de la répétition. Et la répétition, c'est la meilleure pédagogie. Parfois, on se retrouve quand même, on a donné toute sa vie au sport, avec les jeunes. Aujourd'hui, on parle des milliers de jeunes en Île-de-France qui aspirent à devenir des grands sportifs dans tous les sports et qui, à un moment donné, arrivent à un moment et boum, on peut plus aller plus loin parce que peut-être on n'a pas le niveau, etc., etc. Et comment lier, en fait, ou comment on peut redonner plutôt la confiance quand le résultat ne suit pas? Quand les résultats ne suivent pas, c'est ce qu'on appelle la résilience, en fait. C'est-à-dire que il faut faire la vie, c'est un chemin. Il y a un point A et un point B. Chaque obstacle fait partie du chemin. Par exemple, vous devez quitter ici pour aller à Châtelet. Vous avez le choix entre le bus, le RER, mais tout est bloqué. Mais vous pouvez marcher. Et donc, le fait qu'il y a une grève de la RATP, ça fait partie du chemin. Ce n'est pas en fait, le chemin n'est pas la destination. Et donc, quand vous croisez un obstacle, l'obstacle fait partie du chemin et non la destination. Donc, vous ne vous arrêtez pas à l'obstacle, vous continuez. Et donc, c'est ce qu'on appelle développer la résilience chez les gens. Peu importe les chocs externes, les chocs internes, l'adversité, l'animosité, la méchanceté, ça fait partie du chemin. Une fois que vous arrivez à intégrer ça, vous ne pouvez pas être surpris face à un obstacle. Dès qu'il y a un obstacle, on vous a déjà entraîné, on a entraîné votre cerveau à vous dire que cet obstacle-là, c'est le chemin. Et donc, vous faites ce qu'il y a à faire et vous parcourez le chemin. Alors, parfois, on arrive à voir, on va prendre les cas de certains joueurs qui ont été victimes des chants racistes et des cris de singes dans les stades. Il y en a de plus en plus. Ils se retrouvent dans des environnements, qui sont plus ou moins hostiles par rapport à ce qu'ils font. Et quand vous allez à Anfield, il y a beaucoup de bruit, etc. Ça stresse, etc. Et toutes ces choses-là, comment un joueur, parce qu'on dit quand vous allez dans certains stades, vous êtes certain ou un peu certain de perdre les matchs à cause de l'environnement. Comment vous aider quelqu'un à rester concentré à un environnement hostile, que ce soit au niveau des chants racistes, au niveau aussi de l'ambiance dans le stade? En fait, ce que vous dites est très intéressant. Vous dites que il y a certains stades, on vous dit, quand vous allez là-bas, vous avez des chances de perdre. Oui. Dès que vous croyez en ça, ça devient votre réalité. Non, c'est pas vous perdez. En fait, tout ce qui est idée limitée, tout ce qui est croyance limitée, affirmation limitante. En fait, dès que vous croyez, vous le transmettez au subconscient. C'est pour ça que je vous dis, il faut reprogrammer son subconscient. Il faut changer la perception qu'on a de soi-même. En fait, c'est impossible dans la vie d'être là aujourd'hui, de vouloir être à un niveau amélioré et de ne pas faire quelque chose de nouveau et d'améliorer. Ça commence par changer votre conception du monde, votre perception de vous-même. En fait, si on vous dit une affirmation limitante, si vous croyez, vous contribuez à ce que ça s'applique à vous. Donc, la technique, c'est de ne pas croire d'être d'être infranchissable face à ce type-là d'affirmation, de ne pas l'accepter. Si vous l'acceptez, elle a tendance à s'appliquer à vous. C'est de la rejeter, d'aller dans tous les stades comme si c'était votre stade, d'aller jouer partout comme si c'était pareil, d'être invariable. Donc, il faut entraîner, en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut déjà entraîner son cerveau comme on peut entraîner ses biceps pour que ça soit dur et costaud? Exactement. Moi, j'invite les spectateurs. Mais on fait comment pour entraîner son cerveau? Parce que quand on parle de cerveau, c'est quelque chose qui est dans la tête. Bon, c'est beaucoup plus facile avec les biceps. On peut soulever des poids. C'est un muscle qui va se gonfler, qui va prendre forme. Mais le cerveau, comment tu l'entraînes? Le cerveau, comment tu l'entraînes? Moi, je vais donner, par exemple, je vais donner une technique. Que ce soit vos collaborateurs, votre épouse, votre copine, vos amis, etc. Que la relation entre vous et ces gens soit bien ou pas, surtout quand c'est pas bien, prenez une feuille ou un cahier
au quotidien, notez tous les gestes de cette personne, tous les faits et gestes de cette personne pour lesquels vous avez de la gratitude. Est-ce que ça marche ça? Parce que je vois beaucoup de gens dire ça. Je viens. Vous notez au quotidien, sur X temps, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an. Vous notez, chaque fois que la personne commet un acte pour lequel vous avez de la gratitude, vous êtes reconnaissant, vous notez. Vous pouvez noter la date, l'heure, tout ça. Ce qui va se passer, là, vous êtes en train de conditionner votre cerveau à ne s'intéresser qu'aux choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Et finalement, quand cette personne-là commet un acte pour lequel vous n'avez pas de gratitude, vous oubliez l'acte. Votre cerveau, il sera concentré que sur de la gratitude. Et là, quelqu'un pour qui vous n'avez que de la gratitude devient la meilleure personne pour vous. Et donc, c'est une technique qui permet, la gratitude permet d'améliorer les relations humaines. Et autre chose, puisqu'on est dans les exemples, on va parler de l'ego. En fait, le pardon. Si tout de suite je vous donnais une feuille pour me rédiger trois profils de personnes à qui vous pardonnez pour tout ce que ces personnes vous ont fait dans le passé et dans le futur, vous allez me mettre quel nom? Je sais pas. Je sais pas. Oui. Ok, moi j'ai déjà fait le test plus d'une fois. Les gens ont tendance à me dire ma femme, mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, mes amis. Mais il n'y a personne qui mentionne son propre nom. Comment on peut valoriser le pardon de quelqu'un qui n'est pas capable de se pardonner lui-même? La première personne la première personne à qui il faut pardonner, c'est soi-même. Parce que je l'ai dit, vous êtes la pire personne pour vous-même. J'ai dit jamais. Il y a peu de gens sur terre qu'on a piqué avec un couteau, sur qui on a tiré, qu'on a empoisonné ou qu'on a jeté du haut du 10e étage. Pourtant, nous souffrons et nous ne souffrons que de nous-mêmes. Et parce que nous ne nous pardonnons pas. Par exemple, vous, pour venir préparer l'émission, vous avez oublié une question, vous avez oublié un réglage. En fait, ça va durer quelques secondes. Vous allez dire, oh, si je savais, vous vous en voulez. Voilà, ce petit jugement. Plus un autre. En fait, vous passez votre vie à faire des petits jugements. Ah, j'aurais pu mettre la cravate rouge, j'ai mis la cravate noire. En fait, c'est tout ça qui vous pourrit la vie. Ça va causer l'anxiété, le stress, et puis ça va générer des maladies. Et comment se débarrasser de tout ça, en fait? C'est refuser de s'identifier, déjà se pardonner. Comme j'ai dit, on a une mauvaise interprétation du pardon. Le pardon, c'est quoi? Quand vous me faites... On dit c'est le pardon, c'est forcément un rapport qui doit y avoir entre des personnes, mais pas pour soi-même. Ah non, le pardon, c'est vraiment entre vous et vous. D'accord, toujours avec Elijah Debla, vous voyez, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il nous explique. Et sur le pardon, je pense qu'on va revenir encore, on va vous réinviter encore, parce que ça fait 2 fois que je le dis dans l'émission, on va vous réinviter pour faire une émission spécialement sur le pardon. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous êtes vraiment intéressé par une émission sur le pardon. On vient de passer le mois de Ramadan pour les musulmans et puis les carêmes pour les chrétiens. Bon, et je pense que c'est des moments où les gens se demandent pardon. Mais alors que vous nous dites les pardons, ça doit commencer sur nous-mêmes. Donc je dois me pardonner moi-même. Le pardon, ce n'est que par rapport à nous-mêmes. Je vais donner un exemple que j'ai l'habitude de donner. Il y a des enfants, par exemple, des gens qui sont adultes, qui découvrent, par exemple, qu'ils n'ont pas été désirés par leurs parents. Il y a des gens, on a fait des tentatives d'avortement, ça n'a pas marché, ils sont nés. Ils découvrent ça plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils en veulent à leurs parents. Ce n'est pas grave de leur en vouloir. Comment le pardon intervient à ce niveau? Il faut pardonner à ses parents d'avoir voulu vous avorter. Et il faut vous pardonner de leur en avoir voulu. Comme je l'ai dit, en fait, la vie, elle consiste à ne pas bloquer les événements. Les événements, il faut les accepter tels qu'ils sont, sinon on ne vit pas, on s'arrête. Et je vous ai dit, c'est un parcours d'un point A vers un point B. Tous les obstacles, tous les problèmes, tous les inconvénients font partie du chemin. Donc, le pardon, ça consiste à éviter qu'on souffre. Si vous vous faites souffrir, vous devez vous demander pardon. Et ça veut dire que vous devez arrêter de souffrir. Mais comment on se demande pardon? On dit je me demande pardon. Non, c'est pas ça. Oui, comment on se pardonne? Vous m'avez fait quelque chose. Donc, c'est comme si vous m'avez donné vous m'avez blessé. Et dès que je suis dans la phase où je vous en veux, je veux me venger, j'ai de la haine pour vous, je suis contre vous, je vous souhaite du mal, en fait,
c'est comme si j'ai concocté un poison que j'ai bu et que je m'attends à ce que quelqu'un d'autre décède. Et donc, ce poison-là, il faut prendre l'antidote. L'antidote, c'est le pardon. C'est ça, le pardon. Tant que vous ne vous pardonnez pas, vous souffrez. Grosso modo, en résumé, c'est dire, on déstresse, on enlève tout ce qu'on a en nous contre d'autres personnes. En fait, il faut vivre. On est là pour vivre. Mais justement... Et dans la préparation mentale, en fait, on essaie de libérer les athlètes ou n'importe qui à travers tout. C'est un voyage. Mais là, vous allez conseiller à faire quoi exactement? Aller dans une boîte de nuit, danser, s'éclater, aller à la piscine, etc. En fait, vous faites ce qui vous plaît. Une fois, moi, je suis allé pour acheter un fruit à Franprix. Je savais pas si c'était une poire qu'il faut prendre, une pomme. Et il y a une dame qui m'a dit, monsieur, je sens que vous êtes en train de réfléchir. Elle m'a dit, vous savez ce qu'il faut faire? Quand vous rentrez dans un magasin de fruits, en fait, prenez le fruit auquel vous pensez. C'est-à-dire que votre cerveau, votre corps a besoin de ce fruit-là. En fait, la vie, il faut la vivre. Vous avez parlé de boîte de nuit. Si vous avez envie d'aller en boîte de nuit, il faut aller en boîte de nuit. D'accord. Par contre, il faudrait pas que ça nuise à d'autres choses, que ça nuise à quelqu'un d'autre. Mais le pardon, c'est pas un rapport entre vous et une autre personne. Ce n'est que vous, parce que des fois, ça peut arriver qu'on vous fasse mal. Par exemple, le supporter qui met une banderole contre Rabiot. Mais Rabiot connaît pas le supporter. C'est un supporter du PSG. Mais il ne le connaît pas, il peut pas le nommer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas attendre qu'il vienne te demander pardon? C'est impossible. Il faut se pardonner. D'accord. Il faut vivre. Ok. Bon, on va passer aux questions plus ou moins des internautes. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'internautes qui posent des questions sur la chaîne Soniké. Et quand j'ai envoyé à quelques personnes qui suivent, des abonnés, parce que nous on a des abonnés. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Soniké, à souscrire plutôt sur la chaîne Soniké. Parce qu'il y a des abonnés, il y a aussi comment on va les appeler, les Djatigi, comme nous on dit chez nous les Maliens. Les souscripteurs. Voilà, les souscripteurs. Nous on les appelle les Djatigi, les donateurs. Donc allez devenez notre Djatigi et c'est quelques euros, ça nous permet de pouvoir faire fonctionner tout ce que vous voyez. Ça demande des ressources. Donc allez vous souscrire et vous aurez aussi droit de poser des questions. On peut vous envoyer des questions on peut vous dire des gens qu'on invite à l'avance pour poser des questions. On vous détaille le profil de la personne et la personne répondra à vos questions. Alors les questions envoyées qu'on a reçues de nos abonnés, donc c'est des questions qui vous interpellent directement, parce que parmi nos abonnés, figurez-vous que vous êtes une star, il y en a qui vous connaissent. Bon, question à Elijah. Alors, première question, avez-vous un exemple d'un athlète? Je vais poser les 3 questions en même temps, comme ça ensuite vous allez pouvoir répondre rapidement. Avez-vous un exemple d'un athlète ou d'une équipe qui a transformé ses performances grâce à la préparation mentale? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles leçons peut-on tirer de ces parcours, donc le parcours de ces athlètes? Et la troisième, et vous, personnellement, quelle a été votre plus grande réussite en tant que préparateur mental? Ça, c'est vraiment une question personnelle. Bon, je commence par la dernière. Ma plus grande réussite en tant que préparateur mental, c'est sur ma propre personne. Parce que, en fait, ce sont des disciplines, on ne peut pas les enseigner ou on ne peut pas les transmettre si on n'est pas dedans. Vous voyez que l'échange a été fait à flux tendu, parce que vous avez des questions et moi, je tente de donner les réponses. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de vécu dedans. Voilà, c'est des choses que j'ai appliquées à moi-même, que j'ai appliquées à mes enfants, que j'ai appliquées à d'autres personnes. Notamment la dernière fois, j'étais au Maroc avec, je discutais comme ça à l'aéroport avec un joueur qui me disait, un jeune joueur de l'équipe nationale du Mali qui me disait que lui, ces histoires de préparation mentale, en fait, il voit pas l'utilité. Il avait raison parce qu'il n'a pas de problème, il est au début de sa carrière. Et il dit que les personnes, en fait, qui disent qu'elles sont stressées ou qu'elles sont stressées ou au-delà, que surtout quand elles sont africaines, en fait, ce sont des gens qui ont des situations liées à la honte. Il me dit, mais le vrai stress qui va amener quelqu'un à se suicider, lui, il n'y croit pas. J'ai dit, bah, tant mieux. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème. Et je vous souhaite de ne pas avoir de stress.
de ne pas avoir d'angoisse et de ne pas être dans la dépression. Il disait par exemple que voilà, il apprend qu'il y a des gens au Mali qui se jettent du pont, qui se suicident suite à une dépression. Il dit que selon lui, ce n'est pas de la dépression, c'est plutôt des gens qui sont face à la honte, ils n'arrivent pas à gérer. J'ai dit tu n'as jamais vécu une situation de dépression, c'est très bien, je te souhaite de ne pas le vivre. J'ai dit cependant, tu sais ce qu'est la dépression, parce que la dépression, finalement, ce n'est que la honte. Il y a une situation donnée que vous n'arrivez pas à dénouer. Vous avez honte de la situation, vous allez vous suicider parce que votre résolution se trouve dans ça. J'ai dit, vous venez de la définir. Donc, la troisième question à laquelle j'ai répondu, c'est voilà ma propre personne et puis aussi d'autres personnes dont je m'occupe. Maintenant, José Mourinho, tout le monde le connaît. Et le coach de Manchester City, Pep Guardiola, ce sont des entraîneurs qui sont à une forte variante de cet aspect psychologique. Qu'ils arrivent à transformer, peu importe la manière, ils vont transformer les hommes, ils vont en faire des guerriers, des fois ils vont en faire des sauvages. Et donc, rappelez-vous, quand Pep Guardiola remportait la Ligue des Champions avec le FC Porto, à l'époque, il n'y avait pas des méga stars, il n'y avait pas les gros moyens. C'est plutôt Mourinho, pardon, à l'époque, quand il remportait. Voilà. C'est son travail de psychologue, son travail de préparation mentale qui a permis de transformer cette équipe-là pour en arriver là. Depuis cette victoire et depuis son départ, on a vu ce que le FC Porto est devenu. Ensuite, quand on prend Pep Guardiola, on le voit partout où il est passé. Il a sa marque. Et cette marque-là, c'est ce côté mental-là qu'il a. Parce que le mental, c'est deux choses. Soit vous vous en occupez, dans ce cas, ça devient une opportunité, soit vous ne vous en occupez pas, et dans ce cas, vous êtes tributaire de la météo des autres. Maintenant, si on prend des individus, moi je vais sortir du foot, je vais aller dans le cinéma, je vais parler de Denzel Washington, parce que je suis beaucoup sa vie et sa carrière, d'ailleurs, c'est un modèle pour moi. Et ce monsieur, il est vraiment ancré dans ce qu'on appelle la préparation mentale. C'est quelqu'un qui est préparé, qui est prêt. Vous prenez Kylian Mbappé, avec tout l'argent qu'il gagne, tous les articles qu'on écrit sur lui, et la réussite fulgurante qu'il a en passant du PSG au Real de Madrid. S'il n'y a pas de préparation mentale sur l'affaire de la fille qu'on lui avait associée, il tombe, il crache. Mais au même moment qu'il y a des articles sur lui, tentant de le salir, il est en train de performer. Et ce sont ces performances qui font que les articles, on a arrêté. D'accord. S'il n'y avait pas de performance, on n'aurait pas. Zlatan Ibrahimovic aussi. Pareil, ok, les exemples sont multiples. Voilà. Donc, la première question, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est avez-vous un exemple d'un athlète ou d'une équipe qui a transformé ses performances? Bon, on peut dire aussi, vous avez, en répondant à la dernière question, vous avez parlé des Porto, mais est-ce que vous avez un autre exemple pour notre téléspectateur qui par exemple, Arsenal à l'époque d'Arsène Wenger ou même Auxerre à l'époque de Giroud. Par exemple, quand Arsène Wenger... Ça, c'est mon équipe, ça. Voilà, Arsène Wenger parle ou Giroud parle, vous savez que c'est pas des gens ordinaires. En fait, ce sont des gens qui sont animés d'une certaine science. C'est-à-dire que ce côté, ce sont des gens eux-mêmes préparés mentalement. Et donc, ça se voit que ils préparent leur groupe mentalement. Ils se contentent pas d'être entraîneurs de football. Ils travaillent l'homme. Ils transforment l'homme. Djibril Cissé est devenu ce qu'il est grâce à Giroud. Thierry Henry, les Patrick Vieira, etc. Tout ça, on voit la patte d'Arsène Wenger. Et quand on prend une autre personnalité telle que Alex Ferguson, avec David Beckham. Il faut citer aussi Jürgen Klopp. Jürgen Klopp aussi. Oui, en fait, tous ces gens-là... venir ici et ne pas citer Liverpool, c'est quand même... En fait, les gens ne prêtent pas attention. Tous ceux qui sont considérés, que ce soit dans l'art, dans le football, en fait, les gens qui sont au sommet, on ne peut pas arriver au sommet et rester au sommet si on n'a pas la préparation mentale. D'accord. C'est impossible. Ok, on va passer à une autre question. Quel conseil quel conseil donneriez-vous à un jeune sportif qui veut se forger un mental de champion? C'est dès le début. En fait, dès que vous êtes conscient de l'existence de la préparation mentale, il faut... En fait, ce n'est pas à la veille d'un match, ce n'est pas à la veille de rentrer dans une équipe, ce n'est pas à la veille d'être médiatisé. Comme je l'ai dit, la préparation mentale, ce n'est pas qu'une histoire de sportif, mais là, on est en train de parler des sportifs. C'est-à-dire que toute personne qui ne prend pas en compte la préparation de son mental subit son mental. Donc, vous avez une certaine conscience que vous ne maîtrisez pas. Les pensées vous persécutent.
vous ne reprogrammez pas votre subconscient. Comme je vous l'ai dit, dire à son enfant, tu chantes comme une casserole, tu n'arriveras à rien. Si cet enfant imprime ça dans son subconscient, ça devient sa réalité, ça devient sa vie. Et donc, comment déjà apprendre à ne pas dire des choses inutiles qui se retournent contre nous et comment entraîner les autres aussi à être dans ce cercle vertueux. Donc j'ai envie de dire, c'est dès que vous êtes conscient de l'existence du mental, il faut passer à la préparation mentale. Comme on le dit dans le langage du football, si vous connaissez votre but, passez directement au tir au but. D'accord. Bon, c'est une question que vous avez peut-être répondu en partie. Hein. Quelle est la préparation qu'est-ce que la préparation mentale peut aider au quotidien? Donc, je pense que vous avez répondu là-dessus. Par exemple, je vais revenir sur un dernier exemple. Par exemple, vous voyez, la plupart de nos relations avec les autres sont conflictuelles. Mais avant d'abord de donner votre réponse, est-ce que c'est dans votre activité, c'est uniquement professionnel? Ou bien on peut l'adapter aussi au quotidien? Parce que je pense que la question, en fait, il n'y a pas de quartier. En fait, vous pouvez pas être dans la préparation mentale et dire quand je suis en club ou en sélection, je m'adapte comme ça quand je suis avec ma famille. Non, en fait, c'est pour la vie. La préparation mentale n'a pas été faite pour le sportif à la base. Mais c'est le sportif qui éprouve le plus de besoins. Tout le monde en a besoin. Vous êtes enseignant, vous êtes présentateur télé. En fait, vous interagissez avec des êtres humains. Vous êtes obligé de faire attention aux autres. Dès que vous vous posez la question sur comment je vais améliorer ma réaction par rapport aux autres, comment je vais améliorer ma résilience, comment je vais travailler sur mon ego, comment je vais travailler sur ma communication avec les autres, vous êtes dans la préparation mentale. En fait, c'est un vaste programme qui touche tout. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas que professionnel, ce n'est pas que familial. Que vous soyez dans l'armée, en fait, dans un couple, voilà, par exemple, dans un couple en programmation neurolinguistique, il y a des outils, par exemple, pour permettre de rectifier le tir. Là, je vous ai donné le cas, par exemple, de la gratitude. Comment vous utilisez la gratitude pour améliorer vos relationnels avec les autres. Donc, c'est pas une question de professionnel, c'est la vie de tous les jours. D'accord. Madame, messieurs, je rappelle que vous êtes sur la chaîne Soninké et vous suivez Au cœur des acteurs avec ici sur les plateaux de cette émission. Aujourd'hui, monsieur Elijah Debla, communément connu au civil, Yaya Malé, membre du staff de l'équipe du Mali, les Aigles du Mali, qui s'occupe un peu de tout ce qui est communication, et aussi patron ou directeur de rédaction ou de la rédaction de la publication, de la rédaction de RP Media, que je vous invite à aller suivre, à vous abonner, et vous me retrouvez aussi là-bas pour des chroniques un peu plus où je suis un peu moins sérieux, hein, où je suis un peu beaucoup plus sénégalais qu'autre chose. Bon voilà. C'est notre invité aujourd'hui et on aura l'occasion aussi de le revoir sur ce plateau parce qu'il nous a fait un masterclass sur ce qu'il fait au quotidien, les accompagnements qu'il met en place avec les sportifs de haut niveau dont il tait les noms, hein, parce que tout à l'heure je dis vous avez accompagné quelqu'un, bon, il me sort un joueur sans pour autant me donner le nom. Bon voilà, je pensais qu'il allait me parler peut-être bon, j'ai accompagné Zidane, Ronaldinho. Bon, dans les cas de Neymar, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire? Si on peut. Il y a toujours, en fait, à chaque instant de la vie, qu'on ait 80 ans, 16 ans, 28 ans, en fait, à chaque instant de sa vie. Vous pensez qu'il n'avait pas un bon préparateur mental, par exemple? Non, je peux pas le dire ça. Est-ce que les blessures aussi peuvent dans les blessures, il y a forcément du mental. Il y a forcément du mental. D'accord. Voilà. Donc pour la dernière question, le mot de la fin, pourquoi faut-il accorder plus de place au mental dans le sport d'aujourd'hui? Parce que si vous ne le faites pas, vous subissez le mental. D'accord. Voilà. Le mental, c'est vraiment toute l'activité qui va concerner cette communication interne et externe avec le reste du monde. J'ai parlé de la pensée, j'ai parlé de la conscience, du subconscient, de l'hyperconscient. En fait, toutes ces choses-là, la résilience, l'ego, qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on pense pas de moi, est-ce que je suis le plus riche, est-ce que j'ai besoin d'aller montrer mes sacs Louis Vuitton, comment je réagis par exemple avec ma propre famille, parce que vous passez de rien, vous gagnez au loto tous les mois, la famille change, les amis changent, l'entourage change, comment vivre tout ça si on ne vous prépare pas?
vous subissez, il y a tellement d'exemples dans la nature des gens qui ont subi qu'aujourd'hui on a toutes les connaissances et toutes les compétences pour accompagner qui que ce soit en politique, que ce soit une famille lambda, un groupe d'amis, une association, un sportif de haut niveau, un sportif lambda, que ne pas faire attention à la préparation mentale, pour moi, c'est une faute. Bon, Elijah, on va revenir sur ce que nous faisons le mieux ici, c'est-à-dire de convertir les non-soniqués en soniqués. Mais c'est pas la peine, je suis déjà soniqué. Non, on va faire quand même un petit test. Parce que nous, on prend toutes les compétences, on fait un peu comme Donald Trump. Quand vous avez des compétences, on vous prend et on vous amène chez nous et vous devenez l'un de l'autre. Et les Mormons font ça aussi. Hein. Bah, voilà, même morts, les Mormons vous convertissent. Bon, alors, est-ce que vous parlez soniqué? Un tout petit peu. Chez les soniqués, il y a beaucoup de malais. Ah bon? D'accord, oui. Un prénom? Un prénom, oui. Il y a beaucoup de malais. Et moi, au départ, vraiment, j'ai pensé, Elijah et Debla, c'était votre nom de famille. Ah non, c'est pas possible. Bon, voilà. Tout à l'heure, au début de l'émission, j'ai dit, on va revenir sur le Debla. Debla, bon, c'est quelque part. Ça veut dire quoi? Moi, je viens d'une ville au Mali qui s'appelle Bla. Au début, quand je suis rentré, quand je me suis engagé dans la voie médiatique, fonder un média, avoir une présence médiatique, et je n'ai pas voulu associer mon nom de famille qui ne m'appartient pas. Ah bah donc si, j'ai dû créer, vous êtes voilà, j'ai dû créer un pseudo parce que au civil je suis Yaya Malé. Et donc je voulais pas me présenter comme Yaya Malé. Elijah. Bah, Elijah, c'est un, voilà, je vous disais que tout le monde connaît ce nom de Elijah. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est votre prénom. Exactement, même certains Maliens pensent que c'est mon prénom alors que des Maliens ne s'appellent pas comme ça. En fait, j'ai été influencé par le film de Denzel Washington, hein, Malcolm X. Où j'ai découvert la vie d'Elijah Mohamed. Et donc, j'ai aimé le prénom Elijah. D'accord. Et de Bla, parce que je viens de Bla. Donc, Elijah de Bla, c'était vraiment pour brouiller les pistes, faire quelque chose de beau et m'appeler. Et aujourd'hui, c'est plus référencé qu'il y a quelqu'un qui s'est caché, un Malcolm X, quelqu'un qui s'est caché, mais de Bla. Voilà, je me suis voilà. Donc en résumé, on peut dire ça comme ça. En tout cas, merci Elijah Debla d'être venu sur le plateau de la chaîne Soniqué. Ici, on appelle cet endroit le consulat des Soniqués, c'est-à-dire tous les gens qui viennent ici. Bon, ceux qui sont Soniqués, on n'a pas besoin de leur donner le passeport, mais ceux qui ne le sont pas, on essaie de les convertir. Alors, il y a une caméra qui est en face de vous et vous allez regarder la caméra. Je vais pas vous demander de prêter serment, hein, comme font les politiciens, mais c'est de dire quelques mots en soniqué. Est-ce que vous êtes capable? Sinon, on va bien sûr. Bah, allez, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez dire au public soniqué? Noiri Ando Baraji. Ah, merci beaucoup. Voilà, j'ai pas besoin. Bon, voilà, les passeports sont en cours de confection. On vous enverra votre passeport soniqué avec votre photo. Comme ça, partout où vous irez, vous pouvez rentrer, dire bon, ça m'a été remis par la chaîne Soniqué, un passeport Soniqué. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport généralement on dit le mot de la fin, mais bon, moi je n'aime pas trop cette expression parce que vous allez revenir encore ici, donc ça sera pas le mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, juste vous remercier pour l'accueil aussi, l'intérêt suscité dans les échanges, parce que pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, il faut qu'il y ait des questions. S'il n'y a pas, ça va être un monologue. Ça a été très bien aussi félicité pour le travail phénoménal. Les gens ne s'en rendent pas compte du travail phénoménal qui est fait dans ce studio-là. Je pense que dans les mois, les années à venir, vous allez voir, c'est vraiment une machine de guerre qui est là. Moi, j'ai vu, pas les débuts, mais j'ai vu l'évolution. J'ai beaucoup d'admiration et aussi la collaboration sur RP Media qui se passe très bien. Et il n'y a que dans ce type de synergie que dans nos communautés, on va arriver à faire quelque chose, et la chaîne Soniqué est vraiment sur la voie. Et donc, merci infiniment à vous, Mamadou Sow, aux spectateurs qui nous regardent. Et puis, comme il l'a dit, moi, ce serait un honneur d'être rappelé ici pour venir parler de ce vaste domaine qu'est la croissance personnelle. D'accord. Bon, pour terminer cette émission, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la chaîne Soniqué, mais également sur RP Media pour nous suivre, parce que là-bas on parle plus sport. Et c'est vraiment intéressant ce qu'eux aussi font au niveau de RP Media. En tout cas, merci d'avoir suivi et de suivre la chaîne Soniqué. La suite de notre programme, comme vous savez, nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
sur notre site internet www.lachaînesoniquée.com. Nous sommes aussi présents et disponibles en podcast. D'ailleurs, cette émission, vous allez la retrouver en podcast sur Apple Podcast, Deezer Podcast et Google Podcast n'existe plus malheureusement. Mais vous tapez La Chaîne Soniquée Podcast et vous allez tomber sur toutes les émissions en podcast et les podcasts en français mais également en anglais. Et je rappelle que désormais, La Chaîne Soniquée, elle est doublée dans d'autres langues. Donc, cette émission est en français, ce n'est pas en soniqué. Mais les personnes qui ne comprennent pas français, je pense à nos amis gambiens et qui sont plutôt anglophones, qui nous rappellent très souvent qu'ils sont soniqués mais qui ne parlent pas français. Ils peuvent doubler désormais des émissions en anglais. Donc, YouTube nous a accordé les doublages des émissions qui se font dans des langues reconnues par YouTube et bientôt. Et je pense que la langue soniquée sera intégrée dans YouTube et on pourra éventuellement doubler aussi les soniqués en chinois, en arabe, etc. pour une audience beaucoup plus large. Merci d'avoir suivi la chaîne Soniquée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre les pouces pour nous encourager et surtout de devenir nos Djatigi et de souscrire à notre chaîne. À très bientôt pour d'autres émissions qui arrivent sur cette chaîne. Au revoir.